bonjour tout le monde. Bienvenue au balado Vivre avec Steph et Fanny. Allô, Steph? Allô, Fanny. De la Fondation Vivere. J'adore quand elle le dit Vivere. Vivere. Moi, j'essaie de le dire, mais c'est jamais aussi beau que toi. Non, Alors, beau. grâce à nous TV Chaudière-Appalaches, on est tellement chanceux, encore une fois. Ben oui. Je suis pas sûre de l'inviter, mais bon, écoute, on va faire avec. Ouais, là, lui... Oui, lui, c'est notre premier lui. C'est notre premier lui. Oh boy! Pas de regrets dans la vie, hein? Oh non, On non, vivra nous autres, certainement on pas avec fonce, des on regrets. fonce, on fonce. Comment je pourrais le décrire, l'invité du jour? En fait, c'est un homme qu'on a croisé, on a eu la chance même de toucher. J'y ai même dit que c'est le dernier homme que j'avais pris dans mes bras. Imaginez. C'est pas peu dire. C'était en 2002. On voit tout de suite la dynamique, l'énergie qui nous dégage, hein. On est... Lors de son passage à Thetford Mines, nous avons pu croiser et serrer dans nos bras Jean-Marie Lapointe. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour Fanny, bonjour Steph. Comment tu te sens étant notre premier homme dans le balado? Je suis votre premier homme? Oui. Mais d'une série de 3 invités ou de quoi? Ah, t'es le 15e. Attends T'es le un petit peu. 15e, hein? 15e invité. 15e, il y a eu 14 femmes avant moi. Oui. Parce Mais qu'en j'ai fait, un nom un peu féminin, ça passe. Mon nom, c'est quand même Jean-Marie. Donc, je suis OK. quand même dans vos critères. OK. Mais c'est surtout... Gian-Maria. en Jean-Marie, italien. je trouvais surtout que tu étais très inspirant, C'est ça. que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Ton histoire, ton énergie, ce que tu fais au quotidien, comment tu as décidé de faire ta mission de vie. Tu sais, ça, c'est pas genré, là. C'est ça. Le cœur n'a pas rapport avec le fait que ce soit un homme ou une femme. Quand on t'a vu, ça a été ça tout de suite qui nous a transpercé parce que tu es tellement grand dans... Hey, j'ai rien que le goût de faire des jokes. Ben oui, je Mais sais, mais c'est venu à la même chose sur lui, t'es grand. C'est vrai qu'il est grand. Non, mais c'est vrai que tu as une super de belle énergie, puis c'est le fun parce que dans ce balado-là, souvent, on parle de sujets extrêmement sérieux. Puis là, avec toi, et tout. mais avec toi, on a vraiment le goût de déconner, De rire. de rire. T'es une belle personne, Jean-Marie. Je tenais à te le dire. Ben merci. Écoute, Steph, je vais te dire honnêtement, la première, je ne sais même pas si je peux dire que j'ai choisi cette mission-là ou la mission que j'ai décidé d'embrasser, whatever. Dites-le comme vous le voulez, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la mission qui est venue cogner à ma porte puis qui m'a chuchoté à l'oreille, ça te tente-tu? Si tu dis oui, tu vas vraiment vibrer puis tu vas être heureux. Alors, quand tu es perdu dans la vie ou que tu n'es pas trop sûr, puis que la réponse, elle te chuchote, hein, c'est jamais à coup de 2 par 4 d'en face. Ta mission va se dévoiler à toi en te chuchotant. Puis pour entendre cette petite voix-là, il faut taire toutes les autres. L'ego, les candirotons, les gens qui te parlent autour de toi, qui disent « Ah, je te verrais faire ça, je te verrais faire ça. » Puis là, tu te dis « Ah, c'est vrai, oui. » Quand tu ne te connais pas, tu peux essayer un paquet d'affaires, tu sais. Oui. Puis finalement, ben j'ai l'impression que oui, et cette mission-là, il a fallu que je l'embrasse, que je l'accueille en commençant dans le bénévolat, il y a 25 ans, 30 ans et plus. Donc, ça a été vraiment une révélation pour moi. Puis, pour faire sourire ta partenaire Fanny, ben je pense que je suis un équilibre entre je suis vraiment gamin, je suis vraiment ticu, j'aime m'amuser dans la vie. Puis c'est important, le plaisir, la joie, le fun dans la vie, il est au cœur de ma vie. Mais je suis un gars qui cherche profondément à être heureux, puis à contribuer au bonheur des autres, puis à toucher le cœur des autres, à être touché. Alors, ça fait partie de ma démarche à la fois humanitaire et spirituelle. Alors, je suis comme un petit gamin dans une vieille âme, j'ai l'impression. Je pense que j'ai un bel équilibre des deux. Puis, mon père me l'a montré. Mon père, c'était un petit cul qui a cherché à s'amuser toute sa vie, mais il y avait une grandeur d'âme, puis il y avait une hypersensibilité qui m'habite aussi. Tu sais, on entend beaucoup depuis les dernières années, j'entends les empathes, les hyper-empathes, les gens qui sont hyper émotifs, mais ça vient de notre enfance, puis ça vient souvent aussi des traumatismes qu'on a peut-être ressentis plus jeunes, vécus plus jeunes, et ça fait qu'on détecte, on est peut-être passé de l'hypervigilance à de l'hypersensibilité, et c'est très déroutant au début d'être hypersensible, jusqu'au jour où tu l'accueilles, mais totalement, puis tu te dis,
cette belle vulnérabilité-là, ça va être ma plus belle clé. C'est ça qui va me permettre d'ouvrir le cœur des gens puis de rentrer dans le cœur des gens, parce que le mien, il est complètement ouvert et c'est pas forçant. Ce qui est forçant, c'est de le fermer. C'est pas de le Absolument. laisser ouvert. Parce que moi, je suis témoin. Hein. Quand on s'est rencontrés à Thetford Mines, j'ai pas l'accent, je fais semblant que je l'ai. On a ri, mais on a aussi comme un peu, pas pleuré, mais on a été émus. T'as été ému, puis c'est pour vrai, là, tu sais, je suis capable d'être sérieuse, là, rarement en ta présence. Tu sais, ça fait juste 2 fois que je te vois, mais je fais comme si c'était vraiment mon pote. Il y a quelque chose... Ça, moi, les gens qui me touchent, c'est la façon de m'atteindre direct dans le cœur. Je pense que l'hypersensibilité qui est souvent perçue par ceux qui le vivent, le voient comme un défaut. Puis quand il y a une personne qui te regarde avec beaucoup de sincérité, puis disent au contraire, c'est par ça que tu arrives à me toucher, puis une autre personne le dit, puis finalement, toutes les personnes qui t'entourent, c'est des personnes qui sont touchées par ça. Tu ne peux plus considérer ça comme un défaut. Maintenant, Jean-Marie, j'aimerais avant tout, parce qu'on en a, je le sais qu'on va en avoir plein d'affaires à se dire. Pour ceux qui ne se doutent pas de la longue liste de choses que tu es dans la vie, permets-moi de les nommer et permets-moi de regarder sur mon petit papier, OK? Parce qu'il y en a un puis un autre. Tu es comédien, animateur, auteur, cinéaste, conférencier, sportif, porte-parole, du défi sportif Alter Ego, la Maison L'Éclaircie, on s'était parlé d'ailleurs par rapport à ça, Centre Le Grand Chemin pour les ados qui souffrent de toxicomanie. Écoute, sais-tu beaucoup? C'est beau, c'est beau. C'est pas multitâche qu'on dit, hein? Tu es... ton curriculum vitae est impressionnant. À la grandeur de son cœur. Oui. Comment ça, ton cœur est grand de même? Ben moi, je pense que tout le monde a un cœur qui est grand. C'est juste que j'ai appris à l'ouvrir, puis j'ai appris à le nourrir et j'ai appris à ressentir depuis que je suis tout petit. Mais pourquoi? Et par quelle occasion? Toutes les causes que tu as énumérées avec lesquelles je suis impliqué, et je sais que tu en as oublié, tu n'as pas parlé de la Fondation Lanier, tu n'as pas parlé de la Maison du Père ou le sujet de l'itinérance, tu ne les as même pas toutes nommées. Puis ce que je veux te dire dans tout ça, c'est que il y en a encore d'autres qui vont venir, tu comprends? Et moi, je suis impliqué parce que je suis touché. Et tout simplement que chacune de ces causes-là viennent répondre à des questions, viennent guérir aussi des choses en moi, où ces causes-là me permettent de donner dans un élan qui est pur et qui est loin de chercher à recevoir en retour. Je suis dénudé ou complètement mis à nu quand je m'en vais dans ces organismes-là et je suis sans attente. Je ne le fais pas ni pour me faire dire je suis gentil, je suis beau, je suis fin. Je le fais parce que je réponds à un élan du cœur. Et tout bénévolat, quel qu'il soit, a quelque chose en commun, c'est que tu as l'impression de recevoir plus que ce que tu donnes. Tellement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans tout ce que je fais, j'ai toujours l'impression de recevoir plus que ce que ça me coûte en énergie et en temps. Donc, c'est comme dans n'importe quelle relation. Quand tu es dans une relation, c'est sûr que tu t'investis, mais si tu as l'impression de recevoir tellement, tu ne partiras pas de cette relation-là. Mais aimer, c'est donner. J'ai réalisé, puis j'ai un de mes amis qui s'appelle Jean-Pierre Chiasson, qui est médecin, qui m'a beaucoup accompagné dans les années où j'avais des problèmes de dépendance, des problèmes d'émotion, des problèmes de noirceur, de dépression. Et il m'a dit, toi, je t'ai saisi, toi, tu as un besoin de donner. Tu as un besoin d'aimer. Tu n'as pas un immense besoin d'être aimé. Puis je l'ai déjà eu, ce besoin-là d'être aimé, comme tout le monde. Mais c'est vrai que je sens que j'ai un besoin d'aimer et de donner. Puis tant que je suis là-dedans, ça va bien aller. Quand je suis plus dans le « je me moi », là, je me mets dans la merde. Écoute, moi, là, je sais exactement où tu es, même si ma liste de missions, pas de mission, mais de partage n'est pas aussi grande que la tienne. Il n'y a pas si longtemps, pour vrai, il y a à peine quelques semaines, on m'a chuchoté à l'oreille ma mission. Et depuis, je saute de joie. Parce que je réalise
que cette mission-là que moi je caresse aussi, qui est dans mon cœur, qui est maintenant avec, je suis porte-parole de la maison de thérapie où je suis allée faire ma thérapie pour l'alcool et tout, ça me nourrit tellement, Jean-Marie, là. Fait que, tu sais, je comprends ce que tu dis à plus petite échelle, puis peut-être qu'un jour ça deviendra à plus grande échelle, puis c'est même pas important. C'est juste que cette fondation-là qui est la nôtre est la plus belle façon de me rétablir de façon permanente. C'est comme, ça s'explique pas avec des mots, ça se ressent dans le cœur, puis ça c'est, puis je le ressens physiquement. Puis dès que je touche à la fondation, je dis « Ah, mon Dieu, OK, c'est ça ». Et je veux jamais oublier ça. Je veux jamais oublier ce que ça me fait à l'intérieur de moi. Mais il y a une chose avant qu'on poursuive à ta prochaine question, Stéphanie, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'à la grande différence, toi et moi, il y a quelque chose qui nous diffère totalement. C'est que toi, tu as un enfant, pas moi. Ce qui fait que dans une journée, combien d'heures tu vas accorder? Il y a quel âge ton fils? 13 ans. 13 ans. Tu sais, ton fils de 13 ans, il a crissement besoin de toi. Alors, c'est à tous les jours que tu fais du bénévolat auprès de ton fils. Il y a toutes les mamans puis les papas qui nous regardent présentement puis qui nous écoutent. J'entends souvent la culpabilité de ne pas en faire assez dans la société. Il y a des gens qui me disent « Oh mon Dieu, c'est donc extraordinaire, Jean-Marie, tout le bénévolat que tu fais. » C'est vrai que c'est extraordinaire. Mais as-tu regardé le nombre d'heures que tu mets dans une semaine pour ton fils, pour tes enfants? Tu as 3 jobs, sacrément, pour essayer de faire vivre ta famille. Ça en est, ça, de l'engagement humanitaire. Donc, il ne faudrait surtout pas comparer quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais qui a bien du temps. C'est juste ça. Puis je veux le rétablir. Puis c'est pas pour me faire dire « Ah, mon Dieu, il est humble en plus. » C'est pas d'être humble, c'est d'être mathématicien. Je calcule le nombre d'heures que tu mets dans une journée pour ton fils. Mais moi, je le mets dans le bénévolat, puis encore là, pas tout le temps, pas à tous les jours. Tu comprends? Toi, c'est répétitif, c'est 7 jours sur 7. Donc, je veux juste le rectifier pour que les gens se disent « Ah, j'aimerais donc ça en faire plus. » Bien, fais ce que tu peux. Oui, tout à fait. C'est déjà grand. Quand vous êtes parent, là, c'est la job la plus tough au monde. T'as bien raison. Oui, t'as raison. T'as tellement raison. T'as raison, puis c'est ça. Puis on les aime tellement, effectivement. Puis au même titre que la Fondation. Moi, toutes les minutes que je passe avec mon enfant, je suis privilégiée, là. Mon enfant a perdu son papa, malheureusement dans un accident tragique. Nathan, il y a juste une maman maintenant. Fait que, exact. L'apprentissage de ça, c'est grand, mais effectivement, la plus belle mission de ma vie, c'est vraiment d'accompagner cet être-là qui est extraordinaire, Nathan, vraiment. Exact. Puis je le dis vraiment, je le dis pas, tout le monde, les enfants sont extraordinaires, puis je les crois, mais moi, Dieu sait que j'en ai un particulièrement extraordinaire et précieux. On se permet-tu de répondre à nos 3 questions? Parce que c'est pas parce que c'est un homme qui va passer outre non. la définition, parce que vivere, c'est 3 mots. Écoute, des fois, je me dis, mais on était donc bien bright en juillet dernier. Ah, écoute, parce que vivere, qui veut dire vivre en italien, c'est la déclinaison de 3 mots tellement importants pour nous. Et nos invités répondent selon leur propre définition de vivre, vérité et rétablissement. C'est pas beau, ça? Alors, vivre, Jean-Marie. Le pire, c'est que Stéphanie a triché. Hier, elle m'a dit « Voici les questions auxquelles j'aimerais que tu répondes par rapport à la déclinaison de vivere. » Et sais-tu quoi? J'y ai même pas réfléchi. Stéphanie, qui tu parles? C'est pas moi. Fanny. C'est pas moi. Pâté. Pâté, elle triche. Moi, je triche pas, moi. Hey, je peux pas croire que Pâté est devenu public. Vas-y. Ouais. Vas-y, Jean-Marie. Non, mais Madame Pâté, j'y ai même pas pensé. Tu me l'as dit hier parce qu'on s'était écrit en toute transparence en disant « J'ai très hâte de vous voir demain, j'ai très hâte d'échanger avec toi et à ta partner. » Mais j'y ai même pas voulu y penser. Parfait. De toute façon, les plus beaux moments, c'est ceux qui sont pas préparés au niveau de l'authenticité. Puis, tu sais, là, s'il avait fallu que je prépare une réponse, là, puis que j'écrive le texte, puis que je me trouve bon, là, non. Je serais passé à côté de quelque chose. C'est un peu comme dans les réunions anonymes, les plus beaux partages que j'ai faits sont ceux que j'ai pas préparés, puis que c'est à la dernière minute qu'on m'a demandé « Hey, il nous manque notre conférencier, t'accepterais-tu de faire un partage? » Puis là, le gars, il me spot, puis « Mais j'ai rien préparé. » « Parfait, envoie-moi-t'en. » Tu vois?
Alors, c'est ça. Donc, j'y ai pas vraiment songé. Je trouve que c'est un beau concept, votre affaire, de décliner le vivere. Donc, Madame Pâté, si tu veux passer la POC à ta co-animatrice, comment vous séparez les questions puis comment on y va dans les thèmes? Qui dit quoi, là? Ah ben là, c'est pas vrai Hey, que tu vas... écoute, Hey, on n'a pas de... on a rien préparé, nous autres, là. Sais-tu quoi? Les meilleurs échanges, Ouais. c'est ceux qu'on prépare pas. Non. Alors, en toute transparence, on sait t'es qui. Les questions, regarde, moi, j'ai pas de questions. J'ai fait une petite affaire Moi, recherche, là, mais... Oui, mais on n'en a pas. Dans le sens que nous, on y va avec nos feelings. Stéphanie mène la barque et moi, je pose toutes les questions qui me tentent. C'est ça. Sur le vif, comme mais, ça. fait que c'est moi qui vais te demander qu'est-ce que ça veut dire vivre. Jean-Marie, pour toi. Vivre. Oui. Moi, je pense que tu ne peux pas séparer le mot vivre que du mot conscience. J'ai l'impression que le fait de vivre, parce que je peux vivre, je me lève le matin, encore aujourd'hui, je touche du bois de façon autonome. Il n'y a personne qui me sort de mon lit, personne qui me lave, personne qui nettoie ma culotte d'incontinence. Je suis complètement autonome, je fais ce que je veux. Mais si je le fais dans une répétition un peu machinale, comme un zombie, comme une espèce de robot, je trouve pas que c'est rendre hommage au mot vivre. Alors que si j'amène une dose de conscience, on dirait que tout de suite, il y a le mot gratitude qui monte. Hey, wow! Quelle belle journée qui s'annonce aujourd'hui. De quoi elle sera faite? Je ne sais pas, mais ça commence bien. Je suis capable de manger, je suis capable de me lever, je suis capable d'aller faire du bien. Tu sais, j'arrive de faire mon bénévolat justement à la Maison du Père, où je sers le café pour les gars dans la rue. Juste le fait d'être conscient de « Oh my God! » Je mets mes mains sur le volant, puis là, je pèse sur l'accélérateur. Je dis « Wow, wow! » Tu sais, c'est pas juste de vivre les sensations, c'est d'être toujours être conscient. Tu sais, le bonheur, je pense que c'est l'ensemble des petites joies avec de la conscience. C'est ça. Puis c'est ça pour moi, vivre. C'est de jamais dissocier cette présence-là, cette attention-là à tout ce qui se passe. C'est les grands maîtres actuels, que ce soit Paulo Coelho, que ce soit l'autre, celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle. Mais ils disent tout le temps ça, cette capacité de nous ramener dans l'instant présent, toujours, régulièrement. Bien, la méditation, c'est un entraînement à revenir à l'instant présent quand tu t'assois sur un coussin puis tu respires par le nez, puis tu vois le petit singe mental qui part dans toutes les directions. C'est correct, c'est normal. La job, c'est de ramener le petit singe à la maison à chaque fucking respiration ou à chaque fois que tu as une pensée. Bien, c'est ça. Donc, moi, j'essaie d'entraîner mon cerveau humain, quelle belle machine, à me ramener dans l'instant présent, ce qui fait que quand je suis dans l'instant présent puis que je suis conscient de l'être, moi, c'est ça, vivre. C'est ça, vivre. La base, c'est d'être conscient puis de dire merci d'être conscient. C'est drôle, une anecdote. Quand j'étais petit, ma mère, elle disait « Hey, maudit, j'aimerais donc ça être folle une journée. » Je disais « Voyons, maman, pourquoi être folle? Pourquoi être folle? » Ben oui, parce que les fous, ils savent pas qu'ils sont fous. Alors, c'est là que j'ai compris plus tard en vieillissant que le stress que ma mère avait sur ses épaules d'être là à la maison, s'occuper de 4 enfants, puis de gérer un mari qui, des fois, partait sur une rumba, ça ne doit pas être facile. Donc, elle, être folle, là, c'est comme si elle déconnectait de sa conscience. Puis je comprends. On a des fois des vies de fous dont on est esclave. Et moi, je ne voudrais pas me rendre là. Ce qui fait que j'aimerais ça, comme disait mon ami Jean-Pierre Chéasson, c'est vis ta vie comme si tu portais des vêtements amples. D'être relax. D'être relax, de ne pas te sentir à l'étroit, de ne pas te mettre dans une vie où là, tu as des paiements, puis là, tu as le stress qui vient avec les paiements. Je dis, essaie de vivre une vie avec des vêtements amples. Si tu t'achètes une maison de 500 000 puis tu fais juste 72 000 par année, tu vas peut-être trouver ça serré un peu, là, tu sais. Donc, moi, je trouve ça le fun. Alors, pour répondre à ta question, c'est vraiment ça. Vivre, c'est d'être conscient puis de dire merci, d'avoir de la gratitude d'être conscient. Vérité? Vulnérabilité. Si tu veux être vrai dans la vie, tu dois totalement embrasser et accueillir ta vulnérabilité. Puis, je dis souvent, c'est les deux côtés de la même médaille. Si tu es vrai, tu es automatiquement vulnérable. Puis si tu veux oser totalement ta vulnérabilité,
tu vas être dans la vérité. Puis, on dirait que il y a des dizaines d'années, quand j'ai commencé à faire le métier de comédien, d'animateur, j'étais dans ma jeune vingtaine, j'ai eu un flash à un moment donné, puis c'est là que j'ai réalisé, hey, t'es aussi bien d'être vrai tout le temps. Tu te feras jamais prendre les culottes à terre. À l'épicerie, devant la caméra, dans ton auto, avec tes chums dans une game de hockey, partout où tu vas, dans le bénévolat, si tu es toi-même, t'as pas à avoir peur. T'as pas à te poser la question qu'est-ce que les gens vont penser, parce que tu vas toujours être toi. Tu vas toujours être authentique. Tu vas toujours être dans la vérité. Donc, ça fait plusieurs années que je l'ai catché. Est-ce que j'y arrive à tous les jours, à chaque instant de ma vie? Je l'échappe, comme tout être humain, mais moi, je pense que la vérité passe par la vulnérabilité. C'est tellement beau. Hey, moi, là, c'est vrai que c'est beau. c'est tellement beau. Rappelez-vous, il y a une couple d'années, il y avait eu l'anniversaire du séisme en Haïti. Puis Dominique Anglade, qui était en chambre, s'est levé pour lire un texte hautement émouvant. Elle parle de sa famille qui est morte, tu sais. Puis tu la vois en larmes, puis tu vois dans l'opposition Lionel Carman se lever, traverser la chambre, la prendre dans ses bras. Quand est-ce qu'on voit des politiciens faire ça? Ils se lancent des hosties de casseroles dans la Chambre des communes pour des oui, pour des non, pour des niaiseries, pour des lignes niaiseuses de partis. Ah ouais. Tu vois, ils se chicanent, tandis que là, il n'avait plus de parti politique. Il y avait la souffrance humaine, puis il y avait la compassion humaine qui cherchait à apaiser la souffrance, peu importe la couleur de ton parti. Ça, là, maudit que j'en veux des politiciens, que ce soit d'un bord ou de l'autre de la Chambre. J'en veux tellement des politiciens qui n'ont pas peur, malgré leur position de pouvoir et de leadership, à être capables de nous montrer leur vulnérabilité, leurs émotions. Hey, on va-tu voter pour eux autres? Peu importe la Tout à fait. couleur. Moi, je À vais partir voter du moment où ils sont votés, ils devraient tellement comprendre ça. Ça serait tellement une politique plus humaine. À partir Ils du nous l'ont moment... démontré. Ben, Ils nous l'ont exact. démontré, Stéphanie. Malheureusement, c'est pas ce qui fait les manchettes. Non, exactement, parce que tu vois cet exemple-là, moi, pour avoir travaillé en politique, je sais très bien que cette période de questions et tout ça, c'est un peu le show, mais dans les coulisses, ils ont quand même, les politiciens ont quand même, tu les vois se parler, tu les vois être conscients de ce qui se passe un l'autre. Fait que, tu sais, ça te réconcilie avec la nature humaine, mais c'est vrai qu'on voudrait en voir plus de ça. Mais pourquoi qu'on ne montre pas les politiciens se parler qui ne sont pas du même parti? Pourquoi on ne les montre pas en train de prendre un café, un repas? Pourquoi qu'on ne les voit pas jaser entre eux, tu sais? Parce que les médias vendent pas ça? Des fois, je me dis, je suis vraiment trop naïf ou je crois que la société aimerait encore plus ces politiciens si on les montrait sous un jour humain, coquin, amuseur, fun, humble, normal. Pourquoi qu'on les montre pas un peu plus? Tu sais, c'est voir que je vais moins voter pour le Parti québécois si je les vois seulement, tu sais, en train d'avoir du fun dans une cabane à sucre, tout le monde ensemble. Mais non! Je vais voter pour le Parti québécois parce que la ligne du parti m'intéresse. Ou je vais voter pour le Parti libéral parce que sa ligne de parti, elle me parle. Puis ils ont enfin un leader qui me fait vibrer, puis j'y crois. Qui est en train de faire l'épicerie avec un parti d'opposition. Je m'en fous, moi. Au contraire. En tout cas, oui, j'ai besoin d'une politique. J'ai besoin d'une politique plus humaine, plus remplie d'humanitude. Pour nommer Serge Marquis, ce mot d'humanitude-là, c'est toute cette lumière, la qualité d'être humain dans sa plus belle expression. Il n'y a aucun parti qui devrait s'en approprier davantage. Non, je pense que dans un avenir meilleur, il va falloir mettre cette humanitude dans toutes les sphères. Complètement. Vraiment. Et si on... Hey, moi, je vous coupe ça, là. Moi, je veux qu'on parle de rétablissement, là. Moi, je veux qu'on parle de rétablissement. Jean-Marie. Pourquoi donc? C'est important pour toi, hein, le rétablissement?
Ah, c'est important pour plusieurs. C'est parce qu'en fait, je suis curieuse de connaître la signification du rétablissement, puis on pourra en parler, oui, effectivement, de l'importance. Pour toi, le rétablissement, qu'est-ce que ça veut dire? Spontanément, le premier mot qui m'est venu quand tu as parlé de rétablissement, là, pas hier, c'est le mot pardon. Moi, je pense que dans tout acte de se rétablir, c'est aussi de reconnaître ses torts, c'est de reconnaître ses fragilités, c'est de reconnaître que je l'ai échappé et qu'en l'échappant, ça a blessé des gens, ça a fait du mal, probablement moi le premier. Et dans mon rétablissement, il a fallu que je me pardonne. Je n'ai pas choisi d'avoir la maladie de la dépendance, je ne l'ai pas choisi. Et j'accepte que dans cette maladie-là, il y a une condamnation à mort. Je suis pris avec cette maladie-là pour le restant de mes jours. Par contre, je ne m'identifie pas comme victime. Le mot résilience vient vite avec le mot rétablissement, c'est-à-dire comment je peux renaître de mes cendres, comment je peux me rétablir en me construisant, en sachant d'où je viens. Ça a été quoi le tort que je me suis causé et que j'ai causé à d'autres? Qu'est-ce que je peux faire pour me rétablir, pour me demander pardon, pour, quand c'est possible, demander pardon aux personnes que j'ai blessées, à qui j'ai fait de la peine. Et aussi, comme dit encore mon ami Jean-Pierre Chiasson, la meilleure façon de se pardonner, c'est de ne pas recommencer. Alors, ça aussi, ça fait partie du rétablissement, absolument. Parce que, tu sais, ma mission, moi, est d'aider les personnes qui ont des troubles de dépendance. C'est pas compliqué parce que c'est mon chemin à moi. J'ai envie de rester dans la vérité, j'ai envie de raconter mon histoire et surtout d'écouter les histoires des autres. Parce qu'en écoutant les histoires des autres, il y a quelque chose qui résonne. On a tous quelque chose qui résonne de la même façon. Puis j'étais vraiment contente de lire quelque part qui dit « Je ne serai jamais guérie » parce que moi, je suis d'accord avec toi. Puis il y en a plein d'écoles de pensée, puis des professionnels. Puis le but, c'est pas de dire qui a tort, qui a raison, parce qu'avec un atelier qu'on a fait d'ailleurs avec la Fondation, on a toute notre propre vérité. Puis si on commençait toutes nos conversations en disant « Écoute, Jean-Marie, moi, ma vérité à moi, c'est celle-là. Je voudrais juste que tu la respectes, puis je vais respecter la tienne, ta vérité, qui est assurément pas la mienne la même que la mienne. Par contre, au niveau de « je ne serai jamais guérie », je suis d'accord parce que ça fait partie de nous, même si on ne l'a pas choisi. Et comme dirait David Goudreau, moi j'aime beaucoup David Goudreau, c'est se déresponsabiliser que de mettre ça sur le compte de la maladie, de dire, ben moi je suis dépendante. Exact. C'est ne rien faire pour continuer notre cheminement puis de continuer de se rétablir. Ça, c'est pas être responsable de ce que l'on porte à l'intérieur de nous. C'est se victimiser. C'est se victimiser. Puis ça, c'est pas une option. C'est pas une option. Puis quand les gens disent, mais tu sais, vos événements, puis la Fondation, c'est-tu triste? Non. Non. On veut prendre parole, on veut avoir des invités sur notre balado, on veut des histoires qui finissent bien. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Comme dirait ma sœur Julie, moi, j'écoute le Titanic, puis à chaque fois, j'espère vraiment que Jack, il meurt pas. Fait que l'autre fois, Titanic passe à la TV, je dis, écoute, je vais écouter le Titanic, je vais espérer que Jack, il tombe pas au fond de l'eau. On la connaît, la fin, mais ce qu'on veut, c'est des histoires qui finissent bien. Ton histoire finit bien, la mienne finit bien, celle de Stéphanie aussi. C'est ça le but de la Fondation, c'est de porter des histoires avec un porte-voix, avec une parole de différentes façons, de différents langages, de différents visages, mais des histoires qui finissent bien parce que quand il fait noir, puis il fait bien noir, on ne s'imagine pas que la fin peut être belle. Tu sais quoi? Je vais faire un petit pouce sur ce que tu dis. Moi, je crois, on est en 2024, que présentement, je suis atteint d'une maladie dont je ne guérirai jamais, qui s'appelle l'addiction. Ça veut-tu dire que je suis condamné? Oui, je suis condamné à être heureux. Je suis condamné à prendre soin de moi. Oui. Je suis condamné à être dans la vérité. Je suis condamné à bien manger, bien dormir, à faire une job que j'aime, à dire la vérité, à me confesser à un parrain dans le mouvement. Je suis condamné à être heureux. C'est la plus belle des maladies parce que si je vais bien, je vais faire du bien. Ouais. Si je vais pas bien, je peux me scraper, je peux me vendre l'idée que finalement, je serais peut-être capable de consommer ou je suis capable d'avoir une double vie puis de raconter toutes sortes de niaiseries puis de vivre dans le mensonge. Donc, c'est une éthique de vie
que la maladie t'impose. La Oui. maladie t'impose d'avoir une éthique de vie. Alors, c'est pour ça que Jean-Pierre Chiasson, encore, je le nomme, c'est lui qui me dit c'est la plus belle maladie au monde. Je C'est suis que tu es d'accord. condamné au bonheur. Je suis Donc, d'accord. présentement, c'est ce que je crois. Si jamais dans 5 ans, on trouve une molécule, une pilule, un traitement, qu'on est capable d'ouvrir le crâne d'une personne et qui nous prouve que tu es guéri de ton addiction, je vais peut-être changer de discours. Parce que la science va avoir évolué. Il y a 1000 ans, on pensait peut-être pas que la Terre était ronde. Finalement, on pensait qu'elle était plate. Aujourd'hui, on sait que la Terre est ronde. Les gens, les scientifiques ont changé leur fusil d'épaule. Le Dalai Lama, à qui on avait posé la question, si un jour la science vous démontre noir sur blanc que la réincarnation n'existe pas, et on sait donc que la réincarnation est au cœur du bouddhisme, il dit, ah ben, on va se remettre en question. Pas plus que ça. Pas plus Ah que ouais, ça. c'est Ça, je ça. trouve ça brillant. Il y a une Absolument. humilité. Oui. Alors, c'est là que je me dis, présentement, je ne prendrai pas de chance parce que ma maladie, là, il n'y a pas de traitement. Si un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, en traitement, on est capable de découvrir qu'un traitement existe qui va permettre à un alcoolique de boire sans qu'il vire fou, on s'en reparlera, mais pour l'instant, ce traitement-là n'existe pas. Puis pour le moment, comme il y a un cancer, la leucémie, chez les enfants, il y a 30 ans, 80 des enfants qui l'avaient mouraient, 20 on les sauvait. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est l'inverse. 80 des jeunes qui ont une leucémie survivent et vivent très bien. On en perd malheureusement 20. C'est la science qui a évolué. La recherche nous a démontré qu'on pouvait trouver des traitements. Alors, ça peut évoluer. Est-ce que Absolument. l'addiction, la maladie, le traitement peut évoluer? Certainement, mais pour l'instant, je ne prendrai pas de chance de prendre un verre pour le fun parce que j'ai trop peur des conséquences. Je les connais, les conséquences. Écoute, Tu dirais que tu as vécu cette période-là tu étais plus adolescent, ta période là, de maladie, tu dirais, d'alcoolisme, a commencé avec l'anorexie, boulimie. Oui, Ça commence- raconte. troubles alimentaires. que ça a commencé Les par les troubles troubles alimentaires alimentaires. se sont manifestés dans ma vie au primaire. Ensuite, il y a eu une période de latence durant le secondaire. Et plus tard, à l'âge adulte, vers l'âge de 27-28 ans, ça a été vraiment un déclencheur, le fait d'avoir perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 70 livres, j'ai joué dans un film, je jouais le rôle d'un boxeur, je me suis mis en shape, mais ça a réveillé le dragon qui dormait depuis plusieurs années. Et tant bien que mal, j'essayais de me rétablir, j'essayais d'amener un équilibre. Ça a été très, très long. Mon rétablissement au niveau de l'anorexie, la boulimie, l'orthorexie, toutes les obsessions, les compulsions alimentaires, ça a été un très, 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 très long voyage qui me fait encore souffrir à l'occasion, dans le sens que si j'écoute mes petites pensées pas fines dans ma tête puis qui me font tomber dans de l'obsession, c'est encore là la maladie de la dépendance. Hein? On s'entend que c'est tout interrelié. Hein, les troubles Absolument, alimentaires. absolument. C'est tout interrelié. Alors aujourd'hui, je peux te dire que je suis en selle. Je chevauche ma monture. Ce n'est pas la monture qui me chevauche. C'est pas moi qui est chevauché par le trouble alimentaire. Je suis en train de maîtriser cette maladie-là et ça va bien, avec beaucoup d'humilité, mais je sais que le cheval, si je le laisse aller, il peut me faire chirer dans le champ. Donc, je pourrais te dire que le précurseur de la dépendance aux substances, ça a été aussi cette prison qu'est le trouble alimentaire et que, mon Dieu, comme tant de gens qui ont développé des problèmes de dépendance, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup relié à l'anxiété, l'angoisse, les émotions mal gérées. Tout ça, là, quand tu découvres le pouvoir extraordinairement endormant de l'alcool puis des substances, c'est là que tu réalises, mon Dieu, je viens de trouver mon médicament qui va calmer mon mal de vivre, qui va éteindre la petite voix pas fine. Regarde, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'ai consommé pour calmer mon anxiété. Puis on réalise aujourd'hui, puis je suis pas tout seul. Ah, je vais faire une belle plug. Tu parlais tantôt d'addiction, Fanny, là. Ça, se libérer de l'addiction, c'était écrit par mon chum Patrick Bordeaux avec Georges Coupe, c'est des sommités. Et ça, là, c'est tellement bien raconté. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est possible de se libérer de cette addiction-là en reprogrammant son cerveau, en se redonnant une Tout à chance. fait. Ah oui, Mais moi, c'est exactement là-dedans. sûr que moi, les troubles de consommation, ça a été en grande partie pour soigner Pour calmer ça, cette hein. espèce de mal de vivre, l'anxiété, tout ça. Puis mélange ça avec les gens qui souffrent d'un trouble de personnalité limite, qui
qui souffrent de dépression, qui souffrent de bipolarité. Hey, ça fait un astuce de cocktail, ça, avec les dépendances. Donc, je m'identifie beaucoup à ces multi-pokés qui prennent toutes sortes de trucs, toutes sortes de substances pour essayer de se donner un peu un calme intérieur qui, malheureusement, ne dure pas quand on parle de substances. Exact. Et que dans le rétablissement, ça va peut-être compléter la réponse que Stéphanie posait comme question sur le rétablissement. Le rétablissement demande du pardon, mais demande beaucoup de patience, beaucoup de temps et beaucoup d'acceptation que pendant un laps de temps, ça va être inconfortable. Absolument. C'est la chenille qui passe au papillon à travers son cocon. Il y a une période de transition qui peut être inconfortable dans le corps. C'est la même chose dans le homard. Le homard qui doit changer de carapace à plusieurs reprises dans son évolution, bien, c'est inconfortable, d'autant plus que au moment où il doit se libérer de sa carapace, il est fucking vulnérable, il n'y a plus rien pour le protéger pour ses prédateurs. Donc, ça demande un acte de foi, puis ça demande aussi que, hey, moi, je suis trop à l'étroit là-dedans, il faut que je me libère de ma carapace, je vais aller me cacher pendant que je vais travailler sur moi, puis je vais retravailler une autre façon de me protéger de mes adversaires. Donc, moi, je pense que dans le rétablissement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, puis beaucoup d'actes de foi pendant le temps lequel ton cerveau va se transformer. Parce qu'il faut programmer son cerveau. Absolument. Le quick fix qu'un joint, qu'un verre de bière, d'une slot machine au casino, c'est toutes des quick fix qui te donnent une shot de dopamine, qui te donnent de la sérotonine, qui te donnent des endorphines. Tout ça, c'est bien beau, là, mais... Ça dure pas. Mais ça dure pas. Puis, Non, ça dure écoute, pas. oui, excuse-moi de te couper parce qu'il y a une chose que je trouve vraiment super importante qu'on avait discuté, puis je veux qu'on en reparle quand on s'était vu, mais c'est aussi que de toute façon, dans les dépendants, je veux dire, on a beaucoup de patience, hein, on est des êtres très, très patients. On veut pas du tout que ça aille vite puis que ça... Non, c'est ça. C'est ça, fait que, ben, tu sais, je sais que je suis toute seule à pas être patiente, je suis consciente de ça. Mais il n'y en a pas 3 ici qui sont en train de se parler, là. Puis écoute, tu sais, quand on s'est vu, là, puis je me suis tellement reconnue là-dedans, puis c'est important pour moi qu'on le nomme. Tu sais, quand on a parlé des troubles alimentaires, parce que les 3, effectivement, ça a traversé notre chemin. Puis tu sais qu'il y avait comme 3 catégories. Puis tu te rappelles, toi puis moi, on était dans la même. Puis Stéphanie n'était pas dans la même. Tu peux-tu juste les renommer? Ça, parce que ça fait du bien de savoir qu'on pense qu'on est guéri, mais pas tout à fait. Puis qu'il y en a que oui, puis que d'autres, puis pourquoi? Si tu veux, c'est le En fait, ça vient pas de moi, cette théorie-là. Je l'ai entendue de la bouche de beaucoup de spécialistes. Mais il y a apparemment... dans l'ensemble de toutes les personnes qui ont souffert ou qui souffrent d'un trouble alimentaire, le tiers de ces personnes-là vont tellement en guérir que c'est comme si ça faisait même plus partie de leur vie. C'est ça. Ça fait comme partie d'une ancienne vie, d'un vieux souvenir. La personne est totalement libérée des obsessions, des comportements, des habitudes malsaines. La petite voix pas fine, elle se manifeste plus dans sa vie. Tellement chanceuse de là. Elle n'est plus là, toi? Non. Parti. Ouais. OK. Ça, c'est Stéphanie. Tu vois, Stéphanie, ta partner, fait partie de ce tiers. Exact. Moi, je fais partie de l'autre deuxième tiers qui, comme toi, Steph, comme toi, la maladie est là, mais je décide par mes habitudes de vie de ne pas lui donner trop d'importance, de ne pas écouter la voix pas fine. Mais elle est là, la petite Chris. Elle est là, elle se manifeste. On calcule quand même, hein? On se donne des permissions, on calcule quand même. Ben oui. Je me donne-tu le droit? Je me donne pas le droit? J'essaie de... Oui, moi, je trouve que c'est limite, mais ça paraît pas. Tu sais, on fait comme... On le sait, nous, par exemple. Ouais. Et ce tiers-là dans lequel on fait partie, on va être drôlement fonctionnel, on va être performant, mais on sent qu'on est encore fragile et aussi, on est peut-être un peu conscient de notre image, puis on ne veut pas trop se laisser aller. On va aussi avoir une certaine conscience de notre image corporelle. Et ça, ben, c'est humain. Hein? J'en connais bien des filles qui veulent faire un petit régime parce qu'ils s'en vont à Cancun pendant le spring break, puis ils veulent être cute, puis ils veulent perdre un petit 8 livres. Je dis, regarde, ça ne veut pas dire que tu fais ça, que tu as un trouble alimentaire. Il ne faut pas virer fou, là. C'est correct. C'est pas ça. C'est pas une obsession. La différence entre un trouble alimentaire versus une fille qui va être coquette pour être cute dans sa robe de batte puis qui perd 4 livres, c'est fini. Ça dure quelques jours, quelques semaines. Après ça, c'est fini. Nous autres, on en fait une obsession. La game n'est pas partout pareil. Puis il y a l'autre tiers qui, malheureusement, vont être esclaves de cette maladie-là
et qui, la maladie, malheureusement, comme l'image, la métaphore de toi et moi, on monte la monture du trouble alimentaire. Dans le cas contraire, c'est que c'est la monture qui les contrôle. C'est l'espèce de dragon qui prend le dessus et c'est omniprésent dans leur vie et qui peut mener à la mort. Malheureusement, c'est une maladie mortelle. Dans les maladies mentales, c'est celle qui tue le plus de monde. Les gens pensent que c'est le suicide relié aux dépressions ou quoi que ce soit. Non, c'est les troubles alimentaires de l'ensemble de toutes les maladies mentales. C'est celle qui a le plus haut taux de mortalité. C'est pour ça que tu travailles avec la Maison de l'Éclaircie parce que tu trouves que le fléau est trop grand? Tu essaies aussi d'ajouter ta voix à toutes celles qui le portent? Ou? Je vais te dire, je suis tellement beaucoup plus terre à terre que ça. J'ai pas un agenda, j'ai pas une mission. C'est sûr que quand on est du 1er au 7 février, qui est la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires, ça vient à chaque année. Du 1er au 7 février, je suis toujours impliqué. Il y a toujours de quoi à dire, de quoi à faire dans les médias. Puis surtout, une maladie de fille. Hein? C'est le fun d'avoir un gars de temps en temps qui est capable d'en parler. C'est pour ça que la Maison de l'Éclaircie est venue m'offrir le poste de porte-parole. Mais j'essaie de garder mon message très, très simple et je ne pense pas avoir la prétention de changer la société. J'ajoute une voix, mais c'est sûr qu'à chaque année, la semaine de prévention, la semaine de sensibilisation, qui tombe à peu près en même temps que celle du suicide, et ça m'a touché. J'ai fait une tentative dans ma jeune vingtaine. Donc, tu vois, le suicide puis les troubles alimentaires, ça mange à la même table, sans faire de jeu de mots. Alors, tu comprends que ça, pour moi, cette semaine-là, elle est vraiment importante. Alors, je l'ai peut-être dit tantôt, mais il y a une partie de moi qui guérit à travers toutes mes implications. Absolument. Je le fais pas pour guérir, ça se fait de façon automatique. Ouais. Ça se fait tout seul. C'est un peu comme quand je donne une partie de mon lunch à un gars dans la rue, puis je partage le lunch, le fait de donner, le fait de partager enrichit mon cœur. Je le fais pas pour enrichir mon cœur, mais c'est le corollaire. Tu tends la main, ça fait du bien, puis ça te fait du bien. C'est ça. Donc, c'est ça la différence. Aujourd'hui, je fais du bien sans vouloir chercher à me faire du bien, mais ça se fait pareil. Ça se fait tout Ah oui, seul. c'est ça, Ça se fait tout exactement. seul, exactement. Exactement. Donc, mon implication dans les troubles alimentaires avec la Maison de l'Éclaircie, c'est que je sais que ça fait du bien, mais my God, j'ai l'impression de recevoir en même temps tellement. Et il y a toujours une petite compréhension de plus, parce qu'on rencontre des spécialistes, des psychologues, des intervenants, des gens qui racontent, qui font leur partage de leur histoire, disent « Oh my God, il y a des choses qui décliquent dans ma tête. Il y a quelque chose qui m'apaise dans mon âme. » Je me dis « Wow! » Tu sais, c'est un peu comme quand tu assistes dans un meeting anonyme, il y a quelque chose qui te fait grandir, il y a quelque chose qui te touche, il y a un partage qui va te nourrir d'une autre façon. Donc, il y a tout le temps de quoi à retirer. Alors, moi, je pense que ça fait partie de la récompense du bénévole d'avoir une petite partie en soi qui guérit, d'avoir une partie dans notre tête qui comprend. Puis c'est pour ça que j'ai fait la plug du livre de mon chum, Patrick Bourdieu. C'est que pour toutes les personnes qui souffrent de toute forme d'addiction, ce livre-là est un bijou. Il est éclairé, il est drôle, il y a des images, c'est bien enseigné, c'est bien vulgarisé parce qu'on s'entend, essayer d'expliquer l'addiction dans le cerveau, là, c'est pas évident. Ah non, c'est ça. Non, c'est sûr. Mais, et comme on sait que les dépendances se transfèrent, là, effectivement, souvent un va avec l'autre et tout. Écoute, est-ce que... Puis j'espère que ma question te froissera pas, là. De l'extérieur, moi, je suis une dépendante, je te vois, t'en fais beaucoup. Est-ce que ces nombreuses implications-là de conférences, écoute, tu as l'air d'arrêter jamais. C'est ce que ça démontre comme image. Est-ce que ça devient une sorte de dépendance, de donner, puis de donner, puis de donner? Est-ce que c'est devenu ta nouvelle addiction? C'est-tu comme une... C'est une belle question. Je me la suis faite poser. Je me suis posé cette question-là aussi. Puis, à l'inverse, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Si moi, je suis assis à rien faire, j'ai des asphyxies d'idées de débile mental qui peuvent se manifester dans mon cerveau. Et cette citation-là existe depuis des millénaires. Donc, si tu restes à rien faire, ça se peut que le démon s'empare de toi.
particulièrement les gens qui ont une tendance aux dépendances. Donc, est-ce que le fait de m'occuper, de m'engager, de me donner m'aide, c'est clair. Est-ce que c'est une fuite? C'est là qu'il faut se poser la question. Oui, c'est Et ça. personnellement, je ne vois pas à quel point ce serait une fuite parce qu'à tous les jours, il y a des moments où je pourrais me pogner solidement la graine parce que j'ai rien à faire. Il y a des moments où je vais au gym. Il y a des moments où je reviens à la maison. Il y a des moments où je check mon Facebook. Je regarde des niaiseries sur Instagram. À tous les jours, j'ai des moments où Libre. je me laisse aller. C'est des OK. moments de récréation. C'est OK. juste que c'est le problème. Et je ne pense pas que dans mes réseaux sociaux, je bombarde mes pages et mes comptes d'activités humanitaires à quel point je suis occupé. Pas vrai du tout, du tout, du tout, Non, du non, tout. non. C'est pas ça. Peut-être que quand tu fais l'énumération de mon CV, ça a l'air de te dire « Hey my God, qui en fait des affaires? » Ouais, oui, mais c'est échelonné sur 45 ans. C'est bon, là, on va se calmer. C'est pas tout. C'est T'as pas une pas écrit tes semaine 5 type. livres en un an, là? Parce que c'est écrit ton Non, 5e livre, c'est ça, exact. c'est ça. Oui, ben oui, je comprends. Tu comprends que Ben oui. c'est sur une échelle de temps, sur un espace-temps de plusieurs décennies Oui. qui ont fait que j'en ai fait plusieurs. Mais tu sais, moi, si je regarde l'agenda d'un mois de Grégory Charles, m'a dit, lui, si ce qu'il fait en un mois, ça me prend 5 ans. Tu comprends? Est-ce Mais que est-ce lui, que. Oui, lui, il y en a ouais, beaucoup, est-ce mais que lui, il est obsédé? Mais non, c'est sa façon d'être. est-ce que tu considères que ta vie est bien équilibrée actuellement? Tu as quel âge? 57 ans? 58. 58. Est-ce Ouais. que tu trouves que. Est-ce que tu es parvenu avec. Écoute, il est tumultueux ton chemin, là. Il était pas. T'en as pogné des nids de poules, là. On sent. Mais tu sais, moi aussi, je trouve que la maladie est belle parce qu'on est obligé de prendre soin de nous. Moi aussi, des fois, je dis merci. J'ai l'air un peu étrange, mais maintenant, putain étrange que ça. Surtout pas quand j'ai mes pères qui disent la même Oui, chose oui. que moi. Est-ce que tu as trouvé ton équilibre? Oh oui, totalement. Totalement. Tous les jours, je me sens équilibré. Et que je le sais, juste cette semaine-là, à commencer par vendredi, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres je vais faire, soit en avion ou en auto ou en conférence ou en tournage. Je vais avoir un 7 jours de fou débile, OK. fou malade. Par contre, c'est pas le même à chaque semaine, c'est pas le même à chaque mois, mais là, ça arrive. Donc, comme j'ai pu aller faire un 2 mois en Floride cet hiver à m'entraîner, à faire du canot-kayak, de la pirogue, j'ai pu prendre soin de moi, j'ai pu m'entraîner, je me suis comme préparé pour aller aux Jeux olympiques de la vie. Là, je suis faite. Je suis fort, je suis reposé, je suis en forme. Amenez-en des semaines de fou, des semaines je sais pas moi, de 20 heures par jour de travail ou de déplacement. Mais la vie d'un travailleur autonome, elle est enclin à avoir beaucoup de déséquilibre. Absolument. Parce que tu dis pas non à l'abondance qui vient cogner à ta porte dans un espace-temps très restreint. Mais je suis prêt, je suis en forme et je suis surtout passionné par tous les beaux engagements que j'ai pour la prochaine semaine. Il n'y a rien qui est plate là-dedans, il n'y a rien qui est dole, il n'y a rien qui fait que puis ça finisse. Ah, c'est long. J'ai l'impression de mettre une petite cassette dans mon magnétophone, puis là, blablabla, je m'écoute parler, puis je m'endors. Non, je vais pas là. Je ne fais jamais la même conférence, même si c'est le même sujet, même si c'est le même titre. C'est jamais le même début, le même milieu, la même fin. Jamais, 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 jamais. Donc, est-ce que j'ai une vie équilibrée? Oui, mais j'ai une vie de passion, j'ai une vie d'intensité et l'équilibre vient de moi. Ben oui, ben C'est à c'est ça. moi d'amener une dose de discipline et d'équilibre, Absolument. d'équipe à tous les jours. Tous les jours. Et je sais que tu as Oui. même la place pour l'amour. Puis ça, je suis contente Ben oui. pour toi. Parce que l'amour, c'est plus grand que tout. Puis pas juste l'amour, tu sais, moi, tout le monde Venant le sait que je d'une suis en femme, amour avec... d'une personne. Exactement. Et quand j'ai découvert ça, moi, j'étais en grande quête d'amour. Puis là, j'ai fait comme, première des choses, je l'ai cherché toute ma vie à travers les autres. J'ai oublié que quand j'ai retourné le miroir, j'ai fait « Hé, tiens donc, qui t'es là? Qui c'est qui est là? Belle grande-femme. OK, faisons un petit bout de chemin ensemble. » Et là, ça a changé la donne. Mais l'amour, je suis contente que tu aies l'amour de cœur, l'amour de partager, l'amour avec quelqu'un, parce que
tu sais, à force de donner aussi, c'est le fun d'avoir ces moments. L'amour intime, c'est une autre chose que l'amour de Ouais. donner. Tu sais, on en a tous besoin. Puis quand je suis contente de savoir que tu as une place aussi dans ta vie pour cet équilibre-là. Mais tu je sais. suis un amoureux à la base. Moi, je suis Ouais. un lover. Ah, Je suis un mais t'as l'air passionné. oui, t'as l'air d'être amoureux des êtres humains. Pas compliqué. Oui, C'est ça, hein? ben, je pense que c'est ça que ça prend. Puis, tu sais, je suis aussi heureux célibataire qu'en couple. C'est juste que quand tu es en couple, tu te construis, tu t'engages. C'est sûr qu'une personne, c'est un peu comme le Soleil, la planète Mercure va recevoir davantage les rayons que Pluton. Pluton est très, très, très éloigné du Soleil, mais il va recevoir de l'amour. Alors, c'est normal de recevoir les rayons de ton amoureuse de façon beaucoup plus intime, beaucoup plus Absolument. proche que Ouais. beaucoup de gens qu'elle va croiser en faisant son épicerie ou au travail. Donc, c'est clair que dans une relation intime et amoureuse, les personnes qui vont bénéficier encore plus de ta présence, de tes intentions d'amour, ce sont tes enfants, les enfants de ton conjoint, ta conjointe, ta blonde, ton chum, tout ça. Donc, c'est clair que je suis heureux là-dedans. J'ai envie de construire, j'ai cet élan-là qui est en moi. Mais quand j'ai pas cette amoureuse-là dans ma vie, je suis heureux. Je cherche pas à c'est quand la prochaine, là? C'est quand le prochain kick? C'est quand la prochaine blonde? Je le sais, j'ai cette maladie-là aussi. L'intensité, la passion, ça fait partie de l'addiction. Exact. Mais je sais que tu sais, cette immense liberté dans un agenda d'un homme ou d'une femme qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de conjointe, c'est extraordinaire. Je suis l'architecte de cette vie-là, mais je suis aussi l'architecte d'avoir une vie à 2, à 3, à 4. Et j'aime ça. L'important, c'est comme disait Rosemary Charret, le bonheur, c'est d'avoir une vie qui nous ressemble. Est-ce que là où je suis à 58 ans, j'ai envie d'être dans une relation amoureuse, j'ai envie d'être engagé, j'ai envie de construire? Ben oui. Alors à ce moment-là, j'ai une vie qui me ressemble et c'est le fun. Mais si tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu es dans une relation où tu étouffes, où tu ne peux pas déployer tes ailes, il y a quelque chose qui ne va pas bien, ça va même à te rendre toxique de l'intérieur. Pour ça, les questions, ça se peut que cette formule-là n'est pas la tienne en Exactement. ce moment. Il ne faut pas la remettre en question, c'est juste qu'en ce moment, c'est peut-être pas pour toi. Exactement. Puis si on pouvait retenir ça, excuse-moi Stéphanie, que justement l'amour, à la grande recherche d'amour, que c'est une quête pour tout le monde, à la base, on n'est pas fait, on n'est pas fait pour souffrir l'être humain, on est fait pour l'amour. Si on arrêtait de toujours chercher l'amour à travers les autres, je pense ou à travers les relations amoureuses, parce que quand on sort d'une relation amoureuse, puis on se rend compte qu'on a des amitiés profondes, on a des parents aimants, on a des enfants, on a une famille, tu sais, on a beaucoup d'amour, mais quand on faudrait... Ben, personnellement, quand tu ressors de ça, puis tu fais comme... Ben, il va arriver... Comment tu m'as dit? Ce que tu cherches. Te cherche. Alors, depuis ça... On la répète, hein? J'attends. Oh, qu'on la répète, Moi, cette j'attends. phrase. J'attends plus, par exemple. Mais tu sais, c'est devenu... des grandes phrases. Écoute, on répète souvent quand j'ai rencontré Jean-Marie, puis Jean-Marie m'a dit et tout. Imagine-là, après cette heure-là, qui, peux-tu croire, se termine. Hey, mais moi, j'ai une question. C'est capoté, on a... Ça fait plusieurs fois que tu mets sur la table que Stéphanie est maman, les gens qui ont des parents, des enfants, tout ça. Est-ce que toi, ça te manque, le fait de ne pas avoir d'enfants? Non? Ça m'aurait manqué si j'en avais eu 2, puis si je les avais perdus, un par suicide, puis l'autre par une mort accidentelle. Ça me manquerait, là. Oui, je comprends. Est-ce que ça me manque de ne pas avoir un 8e bras? Ben non. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi une vie avec un 8e bras. Tu comprends? Je peux pas ressentir le manque et le vide de ce que j'ai jamais connu. Ouais. Okay. Je ne connais pas c'est quoi le bonheur d'être papa ou d'être parent. Est-ce que dans un moment dans ma vie, je l'ai souhaité? Bien sûr que oui. Est-ce que ça a passé proche? Fucking proche? Ben oui. Tu sais, des grossesses qui se complètent pas, tu peux pas aller contre la nature, tu sais. Non, c'est ça. Alors, et pour moi, c'est important, puis j'admire et je respecte le besoin de la maman qui va, regarde, moi, je vais aller adopter, même si je suis seule, je vais aller voir un donneur, je vais me faire inséminer, je vais avoir mon propre enfant. J'en connais qui l'ont fait.
j'en connais qui sont très heureuses et très heureux dans leur choix, mais ce n'était pas mon appel. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas souhaité avoir des enfants seuls. Alors, ça, pour moi, c'est un choix. Alors, ce choix-là de ne pas avoir d'enfants seuls, il me revient. Est-ce qu'il me revient avec des moments d'inconfort? Bien, c'est sûr que oui. Ah oui. C'est sûr que oui, mais quand je regarde l'ensemble des grands modèles que j'ai dans ma vie, qui sont Mathieu Ricard, le Dalai Lama, Mère Teresa, pour ne juste nommer qu'eux autres, il n'y a personne là-dedans qui a des enfants et ce sont des gens qui ne sont pas vides d'amour. Ah Donnent. non, tout Ah, à c'est fait. ça. Tout Ah à oui, fait. c'est ça. que- Effectivement. Il y a une différence entre je veux un enfant ou je veux être père. C'est Ouais. pas la même C'est pas la même attitude. chose. C'est pas la même chose. Je veux être père, ça veut dire que tu veux donner, tu veux t'engager, mais je veux un enfant. C'est comme si je veux juste mon enfant. Et moi, j'ai pas ce besoin-là, je n'ai pas cette intention-là. Et est-ce que j'ai voulu être père à un moment donné? C'est sûr. Alors, si je ne peux pas l'être de mon propre sang, de mon propre sperme, de mon propre ADN, en quoi je peux contribuer au don, à l'humanité? Ben, ça fait 1 heure qu'on en parle C'est dans ça. tous les Exact. engagements humanitaires. Et c'est sûr que ça me donne une immense latitude de rentrer la journée, le soir, je suis fatigué. J'ai pas la responsabilité d'être un père ou une mère, ce que vous savez, c'est quoi. Oui. Mais en même temps, j'aurai peut-être jamais la joie d'avoir un enfant qui vient courir, qui me saute au cou, qui me dit « Je t'aime, papa ». Je Exact. ne connaîtrai pas ça. Et C'est ça. j'accepte. Ah oui. Et moi, je veux te dire merci. Merci Parce infiniment que, pour cette heure qui a passé tellement Ben non, c'est vite. ça. Écoute, si ça paraît pas, j'ai un timer, moi, là. L'as-tu vu demain? Je regarde à gauche, à droite. Je veux te remercier de ton temps. Qui sait, peut-être que la vie apportera un deuxième balado sur plein d'autres sujets. Je sais que nos chemins vont se recroiser assurément. Ça, je suis pas inquiète. Ça, je l'ai su dès la première seconde où je t'ai vu, où j'ai fait « Enfin, te voilà en vrai ». Je sais qu'on aura l'occasion de se recroiser. Je trouve que tu es une belle personne, tu as une belle âme, tu as surtout un beau cœur. Tu es très inspirant pour moi, pour Stéphanie et assurément pour toutes celles et ceux qui nous écouteront. Je te souhaite de continuer ta belle traversée. Je t'embrasse. Merci Je salue infiniment. ma belle Stéphanie. Bye, ma belle Fanny. Et je remercie nos TV Chaudière-Appalaches qui nous permettent de De partager avec vous chaque semaine et n'oubliez jamais qu'il n'est pas trop tard pour commencer à vivre. à vivre. Bye bye. Bye bye. Merci Jean-Marie. Bye. Merci. Bye. Merci.